Il est 11 heures, l'heure du webinaire Monster. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que pour tout le monde, les aspects techniques sont OK, le son, l'image. Tout à l'heure, il y avait un écho, j'espère que c'est résolu. Euh, donc si vous êtes là ce matin, c'est que vous vous posez sûrement la question, est-ce que mon CV est un bon CV? Alors, bonne nouvelle, vous êtes au bon webinar. On va passer 45 minutes ensemble et je vais vous présenter toutes les astuces Monster pour que vous sachiez à l'issue de ces 45 minutes comment rédiger un CV impactant. Alors, ça va se passer de la façon suivante. Donc, j'aurai 30 minutes pour vous faire ma présentation. Et on va consacrer le dernier quart d'heure pour répondre à toutes vos questions. C'est vrai qu'habituellement, vous en avez beaucoup, donc je vais faire de mon maximum pour répondre au plus de questions possibles. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à écouter et intervenir sur le chat, même pour partager vos expériences entre vous, voilà, pour réagir sur des informations. On va voir ça en 3 parties. Première partie, je vais vous présenter le quotidien du recruteur et ses attentes pour vous permettre de connaître un petit peu l'envers du décor et de savoir les choses à prendre en considération quand vous allez rédiger votre CV. La deuxième partie, c'est le vif du sujet, ce sont nos conseils, les bonnes pratiques et également les mauvaises pratiques à éviter. La troisième partie, c'est que un bon CV, c'est bien, mais le rendre visible, c'est encore mieux. Donc, je vais vous expliquer comment maximiser votre visibilité aux yeux des recruteurs pour faire en sorte de valoriser votre image. Très rapidement, promis, avant de commencer, je vais vous rappeler qui est Monster. D'ailleurs, je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Lucie Bedrossian, enchantée, et je travaille depuis bientôt 8 ans pour Monster, le site de recrutement. Donc Monster, ça fait déjà 20 ans qu'on vous accompagne en France, mais aussi à l'étranger. On accompagne les personnes en recherche d'opportunités de carrière et on accompagne les entreprises qui recherchent des candidats pour répondre à leurs besoins de recrutement. Et on les accompagne de différentes façons. Donc sur notre site internet, évidemment, vous pouvez retrouver des milliers d'offres d'emploi, tout secteur d'activité, toutes fonctions confondues. On vous accompagne également à travers notre application mobile que vous pouvez télécharger pour postuler en un swipe, donc juste en faisant glisser votre doigt sur l'offre. Et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Donc je vous invite à regarder parce qu'on partage très régulièrement des conseils, des astuces sur nos réseaux. Mais Monster, ce n'est pas qu'un site, c'est également des êtres humains. Donc on vient à votre rencontre pendant des salons emploi. Par exemple, en janvier, on était sur le salon du travail à Paris et on avait un stand où on venait vous voir et prodiguer des conseils sur votre CV, animer des conférences, un peu comme celle que je fais ce matin. Donc voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on aime partager avec vous. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on a 45 minutes ensemble, première demi-heure pour vous faire ma présentation et puis ensuite on va prendre un quart d'heure pour répondre au maximum de vos questions. J'espère que tout va bien. Alors, on enchaîne. Je vous le disais tout à l'heure, donc la première partie, ce sont les critères des recruteurs. Donc, c'est des choses à avoir à l'esprit quand vous rédigez votre CV. La vie de recruteur, c'est pas facile. Pourquoi? Parce ils sont soumis à différentes problématiques qui vont impacter leur gestion des CV, des recrutements. Alors, on a quelques chiffres à partager issus d'une enquête qu'on a menée il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité. C'est que globalement, les services de recrutement sont en sous-effectif. On s'aperçoit qu'il y a rarement plus de 3 recruteurs, même dans les très grosses structures, et que parfois même dans les toutes petites, il n'y a personne, il n'y a pas de département RH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un dont le métier n'est pas le recrutement qui va devoir réaliser le recrutement pour son entreprise. Donc, ce problème de sous-effectif, ce problème de parfois manque de compétences RH, puisque c'est pas son métier, ça va générer des problématiques de manque de temps. Ça va également s'ajouter à d'autres problématiques comme le manque de ressources financières, le manque d'outils pour bien mener ces recrutements, des problématiques aussi de volume de données. Parfois, les recruteurs doivent
faire face à différentes sources, hein. Ils vont collecter des CV issus des annonces qu'ils vont publier, ils vont collecter des CV issus de candidatures spontanées, ils vont collecter des CV parfois papier qui font suite à des participations à des salons de recrutement. Donc, il y a toutes ces difficultés et qui expliquent pourquoi. Et c'est le premier scoop que je vais partager avec vous. Voilà, quand je vous dis 31 secondes, qu'est-ce que ça vous évoque, à votre avis? Bah, c'est le temps moyen que consacre un recruteur à la lecture d'un CV. Donc 31 secondes, c'est extrêmement court. Donc ça vous dit bien que votre CV doit être un document synthétique, impactant, pour que tout de suite, le recruteur voit les informations qu'il recherche. Parce qu'il n'a pas de temps à perdre, il n'a malheureusement pas de temps et pas de moyens à consacrer davantage au recrutement. Donc il faut être impactant tout de suite. Le deuxième scoop, c'est que le recruteur, généralement, ne travaille pas seul. Le recruteur se fait aider par des solutions qui sont des robots. Alors, c'est pas le robot tel que vous l'imaginez, c'est des robots qui sont des logiciels. ATS, en anglais, donc c'est Applicant Tracking System. En français, ce sont des outils de gestion de candidature. Donc, à quoi servent ces robots? Ils servent à faciliter le travail des recruteurs en faisant une collecte de l'ensemble des CV, un tri de ces CV, mais aussi un classement par ordre de pertinence. Et donc, comment les robots réagissent, comment les recruteurs fonctionnent à partir de deux critères principaux. Le premier critère, c'est la lisibilité du CV, c'est-à-dire la façon dont il est structuré. Le deuxième critère, ce sont les mots-clés de l'annonce qui doivent apparaître sur le CV. Pourquoi? Ces deux critères répondent à l'objectif de vérifier l'adéquation du CV reçu versus l'offre d'emploi proposée. Et plus un CV est en adéquation, plus il a de chances d'apparaître en haut de la liste du tri des CV. Et donc entre les mains du recruteur. J'espère que vous arrivez à suivre pour le moment. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur le chat et puis je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire, donc dans quelques minutes. Je vous le disais, donc un des critères essentiels du CV, c'est s'assurer qu'il soit lisible. Donc s'assurer que sa structure soit conforme pour un traitement optimisé par les logiciels et ensuite un traitement optimisé par l'être humain qui va le lire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éliminer un maximum de points bloquants qui vont empêcher le robot de scanner correctement votre CV, qui va empêcher le robot de traiter correctement votre CV, c'est-à-dire de le comprendre. Vous pouvez être la meilleure personne, le meilleur profil, s'il y a des points qui vont ralentir ou mettre de côté votre CV, ça va gêner votre candidature. Donc parmi les points bloquants, ce qu'on conseille chez Monster, c'est d'éviter d'utiliser par exemple des images, éviter d'utiliser des pictogrammes qui vont être mal interprétés par le robot et qui vont pas permettre de vérifier si ce que vous avez indiqué sur votre CV correspond à ce qui est attendu par le recruteur. Donc ça veut dire que parfois, vous avez passé beaucoup de temps, vous avez fait beaucoup d'efforts pour faire un très joli CV, mais malheureusement, ce CV, très joli, qu'il soit, ne va pas être optimum. Donc il vaut mieux toujours privilégier une forme simple et efficace. Donc c'est le troisième CV, le troisième modèle qu'on vous met sur la slide, plutôt que quelque chose de très très designé, très joli, très coloré, mais avec des éléments qui vont pas pouvoir être traités correctement par le robot et qui vont mettre votre CV de côté. L'autre point essentiel qui est utilisé à la fois par les logiciels mais aussi par l'être humain, la personne, le recruteur qui veut avoir votre CV entre les mains, c'est la pertinence de votre offre, de votre CV. Donc la pertinence des mots-clés de l'annonce qui apparaissent dans votre CV. Donc rédiger un CV, ça demande un travail, ça prend du temps, mais c'est indispensable. Ce travail de personnalisation et d'adéquation par rapport à l'offre. Donc ce que je vous invite à faire de façon systématique, c'est de lire l'offre, de prendre le temps de regarder les mots-clés les plus importants, c'est-à-dire les termes indispensables
Ça va être par exemple l'intitulé du poste, ça va être les compétences indispensables recherchées par l'entreprise, ça va être par exemple les objectifs qui sont décrits dans l'offre. Donc tous ces termes-là, vous allez les entourer et vous assurer qu'ils apparaissent textuellement dans votre offre, dans votre annonce, dans votre CV, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, l'idée c'est pas de réécrire à chaque fois un CV depuis le début parce que ça prend du temps, mais c'est de faire un travail d'adaptation euh, de votre CV pour être en mesure d'être correctement scanné par le logiciel pour atterrir ensuite dans la pile du haut du recruteur. On passe à la deuxième étape, donc c'est le vif du sujet concrètement, c'est les conseils que nous donnons chez Monster quand on rencontre des candidats qui nous demandent des questions sur leur CV. Alors, il faut savoir que la rédaction d'un CV, ce n'est pas une science exacte. Vous allez peut-être rencontrer 10 recruteurs et chacun va vous donner une version de sa vision du bon CV. On s'aperçoit quand même qu'il y a certaines pratiques essentielles de bon sens qui sont quand même communes et qu'on va partager maintenant. Une des questions qui revient très souvent, c'est est-ce qu'il faut rédiger un CV plutôt par compétence ou plutôt par expérience? Alors, là encore, tout dépend de votre situation. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est un match nul. On peut recommander un CV par compétence si par exemple vous avez un profil senior avec beaucoup d'années d'expérience et que vous voulez un petit peu synthétiser votre CV. On peut recommander également un CV par compétence si par exemple vous êtes en reconversion ou si par exemple vous avez un trou dans votre CV ou si par exemple le poste auquel vous postulez vous n'avez pas exercé récemment. Donc ça évite de montrer que par exemple il y a un décalage entre votre expérience la plus récente et votre candidature. Donc tout cela, ça peut être un moyen et des raisons d'utiliser un CV par compétence. À l'inverse, si vous êtes un profil junior avec peu d'années d'expérience, si votre expérience la plus récente correspond exactement au poste auquel vous prétendez, ça peut être pertinent de faire un profil par expérience. Donc pour rappel, les expériences, on les présente de façon antichronologique, c'est-à-dire la plus récente d'abord et on termine par la plus ancienne. Donc je vois que ça interagit sur le chat, c'est super. N'hésitez pas à participer, à partager votre avis, à donner des conseils si d'expérience vous avez des choses à donner. Puis on reviendra à toutes vos questions à la fin de ce webinaire dans quelques minutes. Une autre question qui revient souvent, et ça rejoint un petit peu le point que je présentais en introduction, c'est la forme du CV, le style. Est-ce qu'on part sur une forme classique ou au contraire, est-ce qu'on ose des CV un peu plus design, un peu plus attractifs? Alors, de façon générale, on déconseille quelque chose de trop design. Il vaut mieux rester sur une structure simple, claire, classique pour s'assurer que ce soit correctement traité par le robot. Il vaut mieux si on postule en ligne à travers des sites carrières, typiquement si vous avez une URL ou une adresse mail avec carrière@monster.fr par exemple, utilisez un CV plutôt neutre, classique, pour s'assurer qu'il soit correctement traité. Si voilà, vous avez trop de pictogrammes, si vous avez trop de visuels sur votre CV, trop de logos d'entreprise. Alors parfois on veut bien faire, hein, on a l'impression que c'est joli, que ça égaye un peu, que ça apporte un peu de vie. Parfois c'est contre-productif, donc restez plutôt classique. En revanche, il y a des exceptions. Si par exemple vous travaillez dans des secteurs design, ça peut valoir le coup de se servir de votre CV comme d'une carte de visite pour montrer un petit peu ce que vous savez faire avec des logiciels de graphisme. Là encore, voilà, il faut le faire avec intelligence pour pas que la forme nuise au fond. Il faut pas que le design nuise au traitement de votre CV. Donc, vous pouvez faire de façon privilégiée un CV plutôt classique et éventuellement un CV un peu plus moderne, un peu plus coloré à travers différents sites qui existent. Hein. Je pourrais vous en donner quelques-uns si vous ne les connaissez pas.
Et même réserver ces CV un peu plus design pour les remettre en main propre à l'occasion d'un entretien, à l'occasion par exemple de salon de l'emploi. Voilà, pour faire quelque chose un peu plus vivant si vous le souhaitez. L'autre point, et ça rejoint le point d'introduction, les critères essentiels du recruteur, c'était les mots-clés. Et donc la question de la personnalisation du CV. L'idée, c'est pas de refaire à chaque fois un CV depuis le début, c'est d'avoir quelque chose de personnalisé. Et pour cela, j'avais pris l'exemple des petits messages qu'on peut recevoir à l'occasion des vœux de bonne année. Vous allez tout de suite voir dans le message si la personne qui vous l'envoie l'a envoyé à l'ensemble de son répertoire de façon standard ou si la personne a pris le temps de rédiger un message un peu plus personnalisé, un message qui va vous faire un peu plus plaisir. Si on s'interroge quel est le message qui va avoir le plus d'impact, c'est certainement le message personnalisé. Et c'est certainement le message auquel vous allez prendre le temps de répondre. Eh bien, le recruteur, c'est pareil. Il va tout de suite comprendre à la lecture de votre CV si c'est un CV que vous avez envoyé à l'ensemble des entreprises auxquelles vous postulez ou si c'est quelque chose que vous allez faire avec intelligence, que vous avez pris le temps de lire l'offre, de la comprendre et de faire apparaître les mots qui vont montrer que votre CV, que votre candidature est légitime et pertinente pour l'offre. Voilà, donc j'espère que c'est quelque chose qui ne va pas tomber dans les oreilles d'un sourd, que vous allez mettre en pratique. Un autre point récurrent, c'est la question de la photo sur votre CV. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la photo n'est absolument pas obligatoire. Tout comme des champs d'informations personnelles, l'adresse, l'âge, le statut marital, etc., etc. L'idée, c'est que si vous décidez de mettre une photo, il faut que ce soit une photo professionnelle et qui corresponde au secteur d'activité auquel vous postulez. Si vous n'avez pas de photos récentes, si vous n'avez pas de photos professionnelles, si vous n'avez pas de photos qui correspondent à l'image que vous voulez renvoyer, l'idée c'est de ne pas la mettre. Donc pas de selfie, pas de photos de profil Facebook, pas de photos de vacances, pas de photos de groupe où on vous voit avec votre famille, votre conjoint, tout ça c'est déconseillé. Et il faut que l'idée, c'est pas de montrer sur la photo que vous êtes jeune et jolie, mais c'est plutôt de montrer que vous avez une attitude, une posture professionnelle et que l'image que vous renvoyez correspond au secteur d'activité et aux normes que l'on attribue à ce secteur d'activité. Une petite astuce aussi, sur la photo, j'avais lu que certains recruteurs passaient beaucoup de temps, beaucoup de secondes sur la photo, 7 selon certaines sources, 7 secondes. Donc ça peut être une stratégie pour vous de ne pas mettre de photos pour qu'ils consacrent un maximum de temps, rappelez-vous, hein, ils consacrent en moyenne que 31 secondes, à la lecture de votre CV et à la lecture des éléments les plus importants qui sont les compétences de votre CV. Donc vous pouvez faire le test, envoyer des CV avec ou sans photo et voir un petit peu quels sont les formats qui appellent le plus de réponses de la part des recruteurs et vous pourrez nous dire pour voir si effectivement cette tendance est confirmée ou pas. Voilà, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On a commencé le webinaire sur les bonnes pratiques du CV. Je continue ma présentation et puis on consacrera le dernier quart d'heure du webinaire à répondre à vos questions. Donc merci et bienvenue à tous. Un autre point noir aussi, c'est la longueur du CV. Donc vous le savez ou pas, mais en France, le CV, sa longueur, c'est 1 page, éventuellement 2. Si vous avez un profil senior avec beaucoup d'années d'expérience. Mais en aucun cas, il nous faut envoyer des CV de plus de 2 pages, surtout si vous êtes un profil jeune diplômé, parce que voilà, on comprendra pas pourquoi vous vous étalez sur autant de pages si vous n'avez pas d'expérience de longueur significative. Alors c'est pas toujours la norme dans tous les pays. Je sais que dans les pays anglo-saxons, même dans d'autres pays en Allemagne, vous pouvez vous permettre d'étoffer, de détailler un peu plus, mais en France, vraiment, l'idée, c'est de rester synthétique. Donc, de faire ce travail d'introspection et de synthèse, notamment si vous êtes un profil expérimenté avec beaucoup d'années de travail. Parfois, on a des expériences qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de montrer sur le CV,
Mais comme il faut être synthétique et comme il faut être impactant, rappelez-vous, c'est toujours l'histoire des 31 secondes de lecture sur un CV. Donc l'idée, c'est de montrer tout de suite les informations les plus pertinentes par rapport à l'offre à laquelle vous postulez. Donc posez-vous toujours la question, est-ce que je vais mettre l'information que je mets sur mon CV, est-ce qu'elle va apporter quelque chose d'utile et d'intéressant aux yeux du recruteur? Si vous en êtes pas sûr, ben, il y a de fortes chances que cette information soit pas indispensable. Donc soit vous l'enlevez, soit vous essayez de la présenter de façon plus synthétique ou de la présenter de façon différente, peut-être à travers un CV par compétences. Alors ça, c'est une slide que j'ai ajoutée parce que j'ai pu me rendre compte quand je rencontrais des candidats qui avaient beaucoup de questions autour des trous dans le CV. Alors les trous, qu'est-ce que ça peut être? C'est par exemple des périodes d'inactivité liées à différents motifs. Par exemple, l'inactivité liée au chômage, l'inactivité liée à un congé parental, vous décidez de vous arrêter pour vous occuper de votre famille. L'inactivité liée aussi malheureusement à la maladie. Parfois, on peut être contraint d'arrêter de travailler parce qu'on est malade soi-même ou parce que quelqu'un de son entourage est malade et on a besoin de s'occuper d'elle. Donc voilà, ça peut être des raisons. Parfois aussi, c'est des trous liés à une reconversion, à une formation. Donc l'idée, c'est comment faire pour combler ces trous parce qu'on sait malheureusement que voilà, tous les trous dans le CV peuvent interpeller le recruteur, peuvent susciter son inquiétude. Donc l'idée, c'est de ruser mais de ne pas tricher. Comment on peut ruser? Donc je l'ai dit tout à l'heure, peut-être en affichant plutôt un CV par compétence, peut-être en assumant ces périodes d'inactivité et en préparant une réponse qu'on va pouvoir présenter à l'oral. Euh, Ce sont toujours des réponses qui vont expliquer et rassurer. On sera tous confrontés dans nos carrières aujourd'hui, hein, on estime, selon les sources, qu'il y a entre 7 et 11 fois où on va changer de poste au cours de sa carrière aujourd'hui. Donc on sera tous confrontés certainement à des périodes de chômage, de maladie, malheureusement. Voilà. Donc il faut préparer des réponses qui visent à rassurer en disant, voilà, j'ai été malade, aujourd'hui ça va mieux. J'ai été au chômage, mais ça m'a permis de développer des compétences que je peux aujourd'hui valoriser dans ma candidature. Voilà, l'idée c'est toujours de rassurer pour montrer que vous êtes apte pleinement à occuper le poste auquel vous prétendez. Alors, RQTH, qu'est-ce que c'est? C'est également quelque chose que j'ai ajouté dans ma présentation. Donc la RQTH, c'est un statut de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. L'idée, c'est est-ce que on mentionne clairement sur son CV qu'on est quelqu'un qui a une situation de handicap. Là encore, tout dépend de votre situation. L'idée, c'est d'être pertinent et d'être en phase avec qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Si vous n'assumez pas, si par exemple vous avez peur d'être victime de discrimination, vous n'êtes absolument pas obligé d'indiquer votre RQTH sur votre CV. En revanche, si vous avez un handicap visible, c'est pas toujours la majorité des cas, qui nécessite des aménagements. Si par exemple vous voulez jouer carte sur table et annoncer tout de suite la couleur pour voilà, ne pas perdre de temps avec des entretiens si le recruteur découvre que vous avez un handicap, vous pouvez l'indiquer et vous pouvez l'indiquer d'autant plus si l'entreprise présente sur son offre ou présente sur son site un discours handi accueillant. Donc un discours qui va montrer qu'elle est sensibilisée à cette question d'intégration des travailleurs qui présentent des situations de handicap. Donc voilà, c'est absolument pas obligatoire, mais si vous décidez de le faire, c'est possible et ça peut être même d'autant plus pertinent que l'entreprise est sensible à cette question. Un autre point important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les entreprises ont l'obligation légale, dès qu'elles sont plus de 20 collaborateurs, d'avoir dans leurs effectifs au moins 6% de travailleurs RQTH. Donc, il y a des entreprises, aujourd'hui, on en rencontre, hein, qui nous disent, ben, nous, on recherche des personnes, des talents
qui sont compétents, qui ont tout ce qu'il faut pour mener à bien la mission, mais on ne trouve pas des personnes en situation de handicap pour pouvoir satisfaire ce quota de 6%. Et donc, ils se retrouvent dans l'obligation de reverser une contribution à la GFIP. Donc, ça peut être aussi un moyen, en indiquant votre situation RQTH, de pouvoir aider ces entreprises qui sont volontaires, sensibilisées à intégrer ces collaborateurs. Voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences si vous-même vous avez été confronté à cette situation, si vous avez des conseils à donner à tous les autres participants de ce webinaire. Il est presque 11h30, je me dépêche parce que j'aimerais consacrer un maximum de temps à vos questions. Les petits plus qui font la différence sur le CV, vous le savez, l'orthographe. On demande aujourd'hui avoir une orthographe irréprochable, et même si vous n'êtes pas dans des postes qui nécessitent des qualités rédactionnelles exceptionnelles. Pourquoi? Parce que ça va montrer que déjà vous savez manier la langue française, que vous avez pris le temps de vous relire, de vous faire relire, et voilà, d'éviter toutes ces petites coquilles, que l'on retrouve souvent sur votre CV. Un point important aussi, c'est de contextualiser votre CV et vos expériences en mettant des exemples chiffrés. Pourquoi? Parce que ça va donner des éléments un peu plus factuels, tangibles à votre CV qui reste un élément déclaratif. Et ça va permettre aussi à la personne qui lit votre CV, généralement un recruteur, d'avoir des éléments qu'elle pourra valoriser auprès de l'opérationnel qui a demandé un recrutement. Il faut garder à l'esprit qu'un recruteur n'est pas spécialiste de tous les métiers. Évidemment, ils auront des compétences pour jauger de la pertinence d'un candidat, mais mettre des éléments chiffrés, des éléments quantitatifs, ça va permettre de faire remonter ces informations auprès d'un manager opérationnel et rassurer sur la pertinence de votre candidature. Un autre point aussi, c'est toujours vérifier que toutes les expériences que vous mettez sont logiques avec l'offre à laquelle vous postulez. Et si elles ne le sont pas, donc soit les enlever, soit par exemple si vous êtes un profil en reconversion ou un profil jeune diplômé avec pas beaucoup d'expérience, montrer en quoi ces expériences elles peuvent être pertinentes. Et du coup, ça m'amène au dernier point, c'est la suggestion dans votre CV des compétences soft skills et math skills. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne sont pas familiers avec ces compétences, les soft skills ou compétences douces en français, ce sont toutes les compétences comportementales, le savoir-être, qui sont liées à votre personnalité, à votre attitude, qui sont difficilement mesurables, mais ce sont des compétences que vous allez pouvoir transposer dans différents métiers, dans différents secteurs d'activité. Par exemple, c'est votre capacité, votre qualité d'écoute, votre empathie, votre capacité à bien gérer le stress, à gérer les priorités. Donc, alors parfois quand ces compétences relèvent de votre personnalité, c'est difficile de les changer parce que vous êtes comme vous êtes. Mais quand c'est des compétences qui relèvent de votre savoir-être, vous allez pouvoir peut-être les développer et les affiner en suivant des formations, en suivant des choses pour pouvoir être encore plus professionnel dans votre métier. Et ça, par exemple, vous pouvez le suggérer dans le champ centre d'intérêt. Donc le champ centre d'intérêt, c'est comme la photo, c'est absolument pas obligatoire. Mais si vous décidez de le mettre, il faut que ce soit fait de façon intelligente. Ne mettez pas, s'il vous plaît, dans votre CV, dans centre d'intérêt, cinéma, voyage. Voilà. Généralement, tout le monde aime voyager, tout le monde aime aller au cinéma. Ça va rien apprendre de vous. En revanche, si vous avez des compétences qui sortent de l'ordinaire, des compétences atypiques, donc les math skills, des compétences qui vont révéler des aspects de votre personnalité qui vont permettre de contextualiser un peu vos compétences, c'est l'occasion de les suggérer. Par exemple, si vous êtes un sportif régulier, si vous êtes un ancien sportif de haut niveau, si vous pratiquez un sport individuel ou un sport collectif,
Ça va permettre à la personne qui lit votre CV de montrer que vous avez des compétences généralement associées à ces pratiques sportives. Généralement, ce qu'on associe au sport, c'est l'assiduité, le dépassement de soi, la persévérance, l'esprit de compétition. Donc, ce sont des choses d'autant plus pertinentes si vous postulez, par exemple, à une offre de commercial, parce que ce sont des compétences comportementales qu'on va associer à ces compétences professionnelles. Si, par exemple, vous avez un engagement associatif fort, vous gérez, je sais pas moi, l'antenne locale du secours populaire, des restos du cœur. Ça va montrer que vous êtes quelqu'un de structuré, d'organisé, que vous avez des compétences peut-être managériales, peut-être même des compétences de gestion des sources. Donc ça va indiquer que vous êtes quelqu'un de structuré et que vous allez peut-être valoriser si vous postulez pour une offre de comptable, de contrôle de gestion, etc., etc. Donc posez-vous toujours la question des informations pertinentes par rapport à l'offre et des informations utiles. Parce que vous n'avez qu'une page pour faire la différence sur votre CV et vous n'avez que 31 secondes pour faire la différence aux yeux des recruteurs. Voilà, j'espère que ça c'est clair, que je vous matraque pas trop d'informations. Je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais pas pouvoir aborder tous les points, mais en tout cas, je vais voir pour répondre à un maximum de vos questions. Et je vois que ça participe pas mal sur le chat. Un autre point aussi, votre CV n'est pas votre autobiographie. L'idée, c'est de garder un petit peu du suspense pour pouvoir provoquer l'entretien, puisque le CV, finalement, ça ne sert qu'à ça. C'est votre carte de visite, c'est votre teaser pour provoquer l'entretien. C'est comme vous, par exemple, quand vous regardez une bande-annonce de film ou de série, si vous avez l'impression que tout est dit dans la bande-annonce, il y a peu de chances que vous ayez envie, que vous soyez surpris au moment de voir le film. Donc, gardez-en un peu sous le coude pour pouvoir creuser des éléments de votre parcours pendant l'entretien et pour pouvoir, montrer que vous avez encore des cartes à abattre pendant l'entretien. Donc ça, c'était la deuxième partie des astuces à partager et à mettre en œuvre sur votre CV. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, ce sera déjà super, mais vous pourrez aller plus loin en optimisant votre visibilité auprès des recruteurs. Donc comment vous faites ça? De différentes façons. Quand vous postulez et quand un recruteur reçoit votre CV, il va fonctionner un peu de la même façon que comme vous organisez vos prochaines vacances. Donc là, j'ai choisi par exemple l'exemple de la Réunion. Donc s'il y a des réunions dans la salle, je les salue. Typiquement, un des premiers réflexes, c'est de faire des recherches sur le net. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de trouver plus d'informations, par exemple sur votre destination de vacances, mais ça va vous permettre aussi de confronter les sources et de vérifier la véracité des informations que vous avez par ailleurs. Un recruteur, c'est pareil. Il va avoir votre CV dans les mains, il va chercher à en savoir un peu plus si votre CV l'intéresse et à vérifier aussi, avant de vous rencontrer, si ce que vous mettez est conforme avec toutes les informations qu'il pourra trouver de vous sur Internet. Donc ça m'amène à la slide suivante qui est pour vérifier si ces informations sont pertinentes, il faut déjà qu'il les trouve. Si un recruteur ne trouve absolument rien à votre sujet sur Internet, ça peut être suspicieux. C'est comme vous quand vous faites une recherche sur un hôtel ou sur un lieu de vacances. Si vous ne trouvez rien sur Internet, à l'heure où aujourd'hui en tout cas beaucoup de choses peuvent se trouver, c'est bizarre. Donc je vous invite à créer des profils personnels, à renseigner ces profils personnels de façon régulière pour montrer que ce que vous avez mis de façon déclarative sur votre CV correspond bien à votre identité numérique. Je vous invite aussi à créer des profils sur des sites d'emploi comme Monster. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que beaucoup d'offres ne sont pas publiées. Il y a beaucoup de besoins de recrutement qui sont pas explicites
Et donc, les entreprises vont naviguer sur les CV Tech, comme celle de Monster, en remplissant différents critères de profil de candidat qu'ils recherchent. Et ils vont se baser uniquement sur ce CV Tech pour piocher un petit peu les profils qui vont les intéresser. Donc, le fait de créer un profil sur des sites d'emploi, le fait de créer votre CV, ça va vous permettre d'être visible auprès des recruteurs quand ils font cette démarche de naviguer sur des CV Tech. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à ne pas négliger. Voilà, ça se fait très rapidement en quelques minutes, donc il ne faut pas perdre cette opportunité de se rendre visible en ligne sur des sites. Un autre point aussi, pour ne rater aucune opportunité, c'est de créer des alertes email automatiques. Vous pouvez le faire sur sur Monster très facilement. Vous pouvez paramétrer donc avec la fonction que vous recherchez, avec les secteurs d'activité que vous recherchez, pour avoir directement dans votre boîte mail, de façon régulière, toutes les offres qui correspondent à vos besoins. Ça va vous permettre de gagner du temps, déjà d'éviter de vous connecter à chaque fois sur plein de sites, hein, surtout quand vous êtes en recherche active. On sait que vous multipliez les outils, donc ce qui est normal et c'est tout à fait recommandé. Mais ça vous permet de gagner du temps et surtout d'être sûr de ne rater aucune opportunité. Donc, je vous invite à créer donc d'abord votre profil sur des sites et puis de paramétrer votre alerte mail automatique. L'autre point, donc ça revient à ce que je disais en introduction de cette partie, c'était de créer et de vérifier que votre identité numérique est conforme à l'image que vous renvoyez sur votre CV. Donc déjà, votre identité numérique à travers les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, etc., etc. Donc vérifiez déjà que c'est conforme à ce que vous prétendez sur votre CV. Typiquement, sur mon profil LinkedIn, donc moi je travaille pour la société Monster, mais si sur mon profil j'ai absolument rien qui fait référence à Monster, j'ai aucun contact Monster, c'est un peu suspicieux. Et c'est encore plus suspicieux si j'affiche sur LinkedIn ou autres, évidemment, des informations qui sont en contradiction avec ce que je mets sur mon CV. Donc, assurez-vous que votre profil est créé, qu'il est à jour et également que votre identité personnelle soit bien paramétrée. Des réseaux comme Facebook, Instagram, YouTube, voilà, vous êtes amené à partager des informations personnelles. Donc, assurez-vous que vous ne partagez que ce que vous voulez bien partager et pas vos dernières vacances et pas les photos de vos enfants et pas bon, j'exagère à peine, mais les photos de votre dernière soirée un peu trop arrosée. Donc voilà, faites ce travail. Vous pouvez le faire très facilement en tapant votre nom et votre prénom sur Google, par exemple, ou sur d'autres moteurs de recherche, et voir tout ce qui ressort en termes de contenu, photos, vidéos, texte à votre sujet. Et voilà, et faire ce travail de sélection. L'identité numérique permet aussi de valoriser certaines réalisations, notamment si vous tenez des blogs, si voilà, vous participez à des forums de discussion professionnels. Ce sont des choses que vous pourrez valoriser en ligne. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est très utile et c'est très apprécié des recruteurs. Voilà, donc merci pour ceux qui nous rejoignent ou qui patientent. Donc, il nous reste plus trop de temps. Je vais me dépêcher pour terminer et répondre à vos questions. Donc, ce qu'on peut vous conseiller en plus, c'est de multiplier les candidatures spontanées. Voilà, c'est un canal de recrutement qui est très apprécié. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'offres qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas publiées. Et le fait de montrer une candidature spontanée, ça va permettre de montrer que vous êtes particulièrement motivé et que vous êtes particulièrement intéressé par l'entreprise et son activité. Donc une petite astuce à ce sujet, tout à l'heure je parlais des mots-clés quand vous répondez à une offre en ligne, donc c'est facile d'identifier des mots-clés, mais quand vous faites une candidature spontanée, si vous savez pas trop les mots-clés à utiliser, une petite astuce, regardez un petit peu différentes offres qui correspondent à ce que vous recherchez sur différents sites et vous prenez un outil de création de mots-clés, de nuages de mots-clés. Et vous mettez le contenu de ces offres là-dedans et ces applications vont vous permettre de générer une liste de mots-clés les plus fréquemment utilisés
dans votre secteur d'activité. Et ces listes de mots-clés, vous allez pouvoir les reprendre dans votre CV. Donc, ça va vous permettre de gagner en pertinence et donc en efficacité. Faites-vous connaître également physiquement. Partez à la rencontre des entreprises. Souvent, quand elles font des salons, elles apprécient de voir quelqu'un se présenter, notamment quand vous êtes un jeune diplômé, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience à valoriser sur votre CV. C'est là où vous allez faire la différence en présentant qui vous êtes, montrer que vous savez vous exprimer, que vous savez valoriser votre personnalité et votre adéquation à répondre à un besoin dans une entreprise. Participez aussi à des forums spécialisés pour asseoir votre image d'expert dans le secteur que vous prétendez. Et puis enfin, une astuce, c'est développer son réseau. Expliquer que vous êtes à la recherche d'opportunités. Et là, le conseil que je donne quand je rencontre des candidats, c'est de ne pas se présenter comme quelqu'un qui demande une faveur, qui a besoin d'un travail parce qu'elle est au chômage, parce qu'elle recherche de nouvelles opportunités. C'est pas ça. L'idée, c'est de se présenter comme un expert qui a vraiment des compétences à partager et qui souhaite relever de nouveaux défis. Voilà, c'est un peu inverser le mode de présentation qu'on peut avoir quand on dit qu'on est à la recherche d'opportunités. C'est plutôt dire qu'on présente des compétences et qu'on souhaite les offrir à une entreprise intéressée. Voilà, donc pour résumer tout ce que j'ai dit au cours de ces 40 dernières minutes, votre CV doit être lisible pour le robot, pour le recruteur, par sa structure. Votre CV doit présenter les mots-clés pertinents et de façon claire dans votre CV. Il doit être synthétique, il doit être structuré et il doit être aussi personnalisé. Votre CV, c'est quand même un peu de vous. Donc, n'hésitez pas à révéler par certains aspects qui vous êtes pour donner envie d'en savoir un peu plus parce que une candidature, c'est pas simplement des compétences, c'est aussi une personnalité. Voilà, donc on arrive à la partie des questions et juste avant d'y commencer, je vais vous donner un petit bonus parce que c'est cadeau de la part de Monster, des liens pour découvrir tous nos conseils à travers les nombreux articles que l'on a sur notre site. Vous pouvez voir aussi les replays de tous nos webinars et une fois que vous aurez mis en œuvre mes conseils et que vous avez un CV tout beau, tout propre, vous pourrez le télécharger sur notre site et postuler en un swipe sur l'application. Donc je me dépêche. Donc déjà merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. Je vais commencer à y répondre. Top, top, top. Alors pour ceux qui ont pris le webinaire en cours de route, sachez que vous aurez le replay à disposition, donc n'hésitez pas à le mettre comme favori. Alors je remonte un petit peu. Alors concernant Aurore et sa question sur les sites de nuages de mots-clés, vous avez typiquement nuagedemots.co, donc c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est par exemple celui que je connais et que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Concernant la remarque de Sylvain, alors, on n'est pas chercheur, mais offreur de compétences, tout à fait. Donc, c'est ce que je disais. Ah, donc ça, c'est un partage que donne Sylvain. Donc, lui, il ne fait plus de CV, mais il fait des offres de services. Donc, c'est un contre-pied intéressant. À voir si vous aussi, vous pouvez l'appliquer. Peut-être que c'est justement aller jusqu'au bout de la démarche et innover en se disant que voilà, on a vraiment quelque chose à offrir et pas simplement à demander. Concernant la question de Johanna, est-il conseillé de mettre son CV sur LinkedIn oui, totalement, et sur d'autres sites aussi, des réseaux sociaux professionnels. Ça vient déjà vous créer une identité numérique, permettre de la nourrir, et ça va vous permettre aussi, par exemple, de pouvoir mettre des informations complémentaires, comme par exemple le lien vers un blog si vous en avez, le lien vers des réalisations. Par exemple, si vous avez écrit des articles, si vous avez rédigé des ouvrages, si vous avez partagé si vous avez participé à des événements, vous avez fait des vidéos. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez valoriser en ligne et pas forcément sur votre CV parce que c'est un document synthétique. Donc n'hésitez pas à utiliser tous les outils
disponibles aujourd'hui. Donc, on a la chance d'en avoir. L'idée vraiment, c'est d'être cohérent et d'être à jour. Si vous décidez de créer des profils, faites-le de façon intelligente et que ça vienne vraiment asseoir euh, votre, euh, votre présentation. Alors, pour le bonus, effectivement, je vais vous mettre à disposition ma présentation, donc vous pourrez la télécharger et puis la garder comme astuce. Donc, je vais encore répondre à quelques questions parce qu'on va dépasser le moment. Alors, j'ai une question ici. Alors, il y en a beaucoup, je suis désolée, ça va vite. Pour transformer un CV par expérience en CV par compétence, ça va vous demander un peu de travail. Réfléchir à ce que vous savez faire. Typiquement, à regrouper vos compétences en termes de grandes familles de compétences. Par exemple, vos compétences managériales, vos compétences marketing, vos compétences linguistiques, vos compétences techniques, vos compétences logicielles. Donc, faire des grandes familles de compétences et l'idée, c'est de détailler une liste de tâches sous ces compétences, une liste de tâches les plus récurrentes. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Une question de Fabrice. Non, est-il possible de vous envoyer mon CV? Alors, tout dépend. Le mieux, c'est quand même de postuler sur notre site directement. Vous avez toutes les offres. C'est très rapide et puis ça va permettre de garder une trace de votre candidature et de la faire vivre. Donc, n'hésitez pas à vous créer un profil et à l'actualiser, surtout si ça n'est pas déjà fait. Un point aussi que j'ai pas indiqué, qui est vraiment très important, c'est le fait d'actualiser régulièrement votre CV sur les différents profils, au moins une fois par semaine, surtout si vous êtes en recherche active. Parfois, c'est juste actualiser une virgule. Et pourquoi c'est utile? Ça va vous permettre d'apparaître tout en haut des résultats de recherche, notamment quand les recruteurs font des recherches sur les CV Tech ou quand ils utilisent des logiciels, les fameux robots ATS, qui vont filtrer et faire apparaître par ordre de priorité les plus fréquents, les plus récents et les plus pertinents. Donc, pensez à mettre à jour régulièrement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On arrive au terme de ce webinaire. Ça a été très dense. N'hésitez pas à rester connecté et à vous inscrire à notre chaîne Webikeo pour suivre tous nos prochains webinaires. Le prochain, ce sera certainement sur la façon de mener un entretien de recrutement. Merci à tous, passez une bonne journée et bon courage dans vos démarches de trouver un nouveau job. À bientôt sur Monster.